Bonjour à tous. Je crois qu'on a lancé effectivement le webinaire. Comme le disait Sabrina à tous dans le chat, on va peut-être attendre encore quelques minutes pour le lancer. Vous êtes déjà assez nombreux à nous avoir rejoints. Si vous êtes d'accord, on attend encore 2 minutes et puis on va se lancer. Peut-être en profiter pour présenter l'équipe. Autour de la table, donc vous avez Sophie Semla, qui est notre associée en contentieux, spécialiste de droit pénal. Bonjour à tous. Bénédicte Mazel, associée au sein de l'équipe droit public, qui va nous éclairer sur les conséquences de la décision. Et puis Edmond Schulmerger, qui est membre de notre conseil scientifique, professeur à l'Université de Paris 8, également membre du comité de rédaction de la revue Jolie Société. Donc, tu vas pouvoir nous éclairer, Edmond, sur cette décision. Bonjour à tous. Écoutez, je pense qu'on a le quorum pour commencer. Donc, allons-y. L'idée, c'est donc de faire le point avant la trêve hivernale sur la décision de la Cour de cassation, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 novembre 2020, qui opère de manière explicite un revirement de jurisprudence en matière de fusion et de transmission de responsabilité pénale. Peut-être pour commencer doucement, avant de rentrer dans le vif du sujet, Sophie, tu peux peut-être nous rappeler rapidement le contexte de la décision pour qu'on ait en tête les faits, même s'ils ne sont pas non plus critiques pour comprendre bien le revirement. Oui, bonjour à tous. Alors, dans cette affaire, c'est une affaire qui est une affaire d'incendie dans laquelle la société Intradis, qui est une société de stockage d'archives, avait brûlé. Il y avait eu un incendie. Et cette société a par la suite fait l'objet d'une fusion. Elle a été absorbée par la société Iron Mountain. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte à la suite de cet incendie, avec des constitutions de partie civile, ce qui est un point important dans ce dossier, pour destruction volontaire du bien d'autrui, en violation d'une obligation de sécurité. Dans le cadre de l'information, Iron Mountain était intervenue volontairement. Elle n'avait pas été mise en cause, mais elle a été citée devant le tribunal correctionnel par les parties civiles. Et ça, c'est un point important parce que dans ce type de dossier, on voit assez rarement, en matière pénale, il y a quand même pas toujours des parties civiles. Et c'est vrai que c'est rare on voit rarement les parties civiles citer une société absorbante. Donc, c'est dans ce cadre-là que la société Iron Mountain a été citée et que le tribunal, puis la cour d'appel, puis la cour de cassation ont considéré qu'en sa qualité de société absorbante, elle devenait responsable pénalement des actes commis par la société Intradis qu'elle avait absorbée. Voilà, pour résumer les faits qui sont assez simples, et donc elle a été condamnée pour destruction volontaire de la vie, du bien d'autrui. Il n'y avait pas c'était pas un dossier d'homicide, et elle a été condamnée à verser des dommages d'intérêt aux parties civiles. Alors, Sophie, avant de continuer, j'ai oublié de mentionner à tout le monde que donc vous pouvez poser des questions par les outils qui vous sont donnés via l'outil de webinaire. Donc, n'hésitez pas par le chat, par les questions directement. On essaiera d'y répondre en fin de séance. Alors, Sophie, merci beaucoup. Donc, sur les faits, c'est clair. On parle de revirement, donc. En quoi est-ce que c'est un revirement donc, en quoi est-ce que c'est une décision importante pour toi? Alors, c'est une décision importante parce que jusqu'à présent, la Cour de cassation avait une jurisprudence absolument constante et considérait par un principe d'anthropomorphisme qu'une société était comme une personne physique et qu'en fait, dès lors qu'une société était absorbée comme elle était dissoute, elle n'avait plus de personnalité morale et donc, et elle ne pouvait subsister. Et donc, il était de jurisprudence constante qu'une société absorbante n'avait aucune responsabilité pénale pour les faits commis par la société absorbée. Et ça a été jugé de manière constante depuis 2000 par la Cour de cassation, y compris quand la Cour de justice de l'Union européenne a jugé le contraire. Et la Cour de cassation était très attachée à ce principe en raison du principe de personnalité des peines et en disant que l'article 121.1, 121.2 du Code pénal faisait justement obstacle au fait que la société absorbante puisse être responsable pour des faits commis par la société absorbée.
Oui, l'idée, c'était que la société disparaissait comme une personne, en fait. Et donc, il n'y avait pas de raison que la nouvelle personne soit responsable. C'est ça. Et alors, quelle Exactement. est la date d'entrée? Donc, cette décision, elle n'est pas d'entrée en vigueur immédiate. Elle a, comme elle Ah est très si. importante, la Cour de cassation a choisi Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour la Cour de cassation se fonde sur le principe de prévisibilité juridique et comme elle est très importante, la Cour de cassation explique, et ce qui est suffisamment rare pour être indiqué, parce que c'est vrai que les décisions en général, la jurisprudence évolue, mais il n'y a pas de date d'entrée en vigueur de la jurisprudence. Et là, elle considère qu'elle ne s'applique qu'aux fusions qui sont postérieures à la date de l'arrêt, c'est-à-dire au 25 novembre 2020. Donc, elle ne s'applique pas aux opérations de fusion qui ont eu lieu antérieurement, sauf cas de fraude, bien évidemment. D'ailleurs, quand on parle de fusion postérieure à l'arrêt, Edmond, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la date du traité de fusion, la date d'entrée en vigueur effective de la fusion? Pour Alors, les opérations intercalaires, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'opérations qui sont concernées, mais c'est quand même une question un peu non, qui c'est n'est vrai pas que contrôlée. c'est une question pas évidente. Pour le coup, l'arrêt n'est pas très précis sur ce point, puisque si je cite un des multiples attendus de principe de l'arrêt, il parle d'opérations de fusion conclues postérieurement au prononcé du présent arrêt. Moi, il me semble que dans ce cas, on doit viser la date de conclusion définitive de l'opération, c'est-à-dire la date de la dernière AG qui a approuvé l'opération. Mais évidemment, à prendre sous toute réserve. Hein. Encore une fois, l'arrêt n'est vraiment pas parfaitement explicite sur ce point. Donc ça veut dire que si on a signé un traité de fusion avant la date de l'arrêt, on risque quand même d'être repris par la patrouille. Tant que la Euh, dernière AG n'a pas approuvé, oui, je pense. d'accord. Euh, Edmond, peut-être pour revenir sur l'aspect revirement dont parlait Sophie, parce qu'effectivement, en matière pénale, c'est arrivé comme une surprise. Pour toi, ça l'était pas complètement. Oui, Il y alors, avait quand même cette jurisprudence européenne qui était quand même, c'est ça. Hein, dont donc, on avait connaissance quand même. pour rebondir et prolonger le propos de Sophie, on avait eu un arrêt très important et très remarqué de la Cour de justice de l'Union européenne le 5 mars 2015, Hyper Mercados, qui concernait le Portugal. Donc, c'était un juge portugais qui avait posé une question préjudicielle à la Cour pour interpréter la directive fusion de 1978, fusion interne, qui aujourd'hui, pour rappel, est codifiée dans la grande directive de codification de 2017. Et à l'occasion de cette question préjudicielle, bien, la Cour avait quand même été très explicite en indiquant que pour elle, un article de cette directive devait être interprété dans le sens où il y avait une transmission à l'absorbante en cas de fusion de l'obligation de payer une amende pour des infractions antérieures à la fusion commises par l'absorbé. Donc, il y avait quand même une forme de formulation directe d'une règle de droit. Alors certes, c'était dans un litige intéressant le Portugal, mais on ne voyait pas trop en quoi cette interprétation ne devait pas s'imposer aux autres États membres. Reste que la Cour de cassation, donc, comme l'a dit Sophie, maintenait sa jurisprudence et l'avait maintenue en pleine connaissance de cause. L'année suivante, en 2016, elle avait rendu un arrêt là aussi très remarqué, le 25 octobre. Et clairement, le problème de la conformité au droit de l'Union ne lui avait pas échappé, puisque la Cour d'appel l'avait directement évoqué. Sauf que la Cour de cassation s'était rangée de manière, à mon avis, assez erronée et très critiquable derrière une supposée absence d'effet direct de la directive dans les relations verticales entre l'État et les particuliers, comme si au fond l'État ne pouvait pas imposer des dispositions d'une directive à des particuliers, et clairement des dispositions pénales ont cet aspect-là. Sauf que cet effet direct ne pouvait pas être invoqué en l'espèce parce que la France avait transposé depuis une quarantaine d'années la directive fusion, et ce, dans des termes parfaitement conformes à la directive. Donc, à mon sens, la position sur le plan du droit de l'Union européenne de la Cour de cassation n'était pas satisfaisante. En fait, vraiment, la Chambre criminelle ne voulait pas démordre de son attachement au principe de personnalité des peines posé par l'article 121-1. Pour être tout à fait complet, peut-être que le dernier élément déclencheur pour ce revirement de jurisprudence a été un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui, elle aussi, s'est rangée à cette position. Alors, elle, sur le fondement du principe de continuité économique de la personne. Et alors, ce n'était pas à propos
d'une peine, d'une amende pénale au sens strict. À propos d'une amende civile, c'est un arrêt Carrefour France. Et pour le coup, la France était directement impliquée. C'est bien possible que cette dernière décision ait définitivement convaincu la chambre criminelle de se rallier à ce qui devait s'imposer, selon moi, sur le plan de tout simplement de la hiérarchie des normes et du principe de primauté du droit de l'Union. Alors, la continuité économique, effectivement, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, parce que c'est intéressant de voir que c'est un concept effectivement qui irrigue ces décisions. Peut-être qu'on peut rentrer maintenant un peu dans le dur de la décision, et notamment des commentaires qui ont été faits sur cette décision. Sophie, il y a beaucoup d'hésitations sur le champ de la décision en termes enfin, quelles sont les peines en fait qui sont transmissibles? Est-ce que c'est toutes les peines? Est-ce que la société absorbante va aller en prison, si je peux dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est pas possible pour une personne Oui, morale. oui, c'est ça, tu me l'as dit. Heureusement, j'ai jamais accompagné une personne morale en détention. Non, la question qui se pose, c'est vrai que l'arrêt se veut un arrêt de principe, et quand on se fonde sur l'arrêt, et je vais lire l'arrêt parce que je pense qu'il est important d'être précis, on voit que l'arrêt se pose sur le transfert, c'est une question de transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante. La Cour de cassation dit qu'elle statue dessus. Donc on comprend que la réponse est positive, donc a priori c'est toute la responsabilité, mais c'est le point 34 de l'arrêt. L'article 35 dit une chose plus limitée. Il dit: il se déduit de ce qui précède qu'en cas de fusion absorbante d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée de l'opération. Donc ça semble limité, et d'ailleurs ça semble limité à l'amende et à la confiscation. Et d'ailleurs sur ce point, l'arrêt de la Cour de justice parlait d'amende et de peine pécuniaire. Et c'est d'ailleurs le cas de la décision Carrefour, qui parlait, elle, de l'amende civile. Donc on voyait qu'on était limité à des choses pécuniaires. Mais quand on analyse la notion de confiscation, la confiscation, c'est une peine complémentaire. Donc, a priori, il y a l'amende qui est la peine principale, et en droit pénal, il y a des peines complémentaires qui vont jusqu'à la liquidation, l'interdiction d'exercer certaines activités pour une personne morale. La confiscation fait partie de ces peines-là. Donc, on pourrait considérer que la Cour de cassation, dans la mesure où elle statue sur le transfert de toute la responsabilité pénale, entend transférer également la possibilité de condamner la société absorbante à toutes les peines complémentaires. Alors, il faut quand même voir qu'on est quand même dans un principe, même si on s'éloigne un peu de cette notion de personnalité des peines, elle existe toujours. Et il y a aussi le principe de proportionnalité des peines. Donc, le juge, quand il va être confronté à juger une société absorbante, va devoir analyser, va prendre en compte le fait que la société absorbante, même si elle a absorbé l'auteur de l'infraction, c'est pas elle qui a commis l'infraction. Donc, il aura tendance à ne pas, par une raison de proportionnalité des peines, ne pas condamner à ces peines complémentaires que sont l'interdiction d'effectuer certaines activités, la fermeture temporaire, voire la liquidation. Ça paraîtrait extrêmement injustifié. Mais c'est vrai qu'en théorie, ça pourrait être le cas. Et là, il va falloir attendre de voir. Et il y a l'interdiction des marchés publics, on y reviendra tout à l'heure, mais qui pourrait être aussi une peine qui pourrait être prononcée, qui n'est pas du tout sans incidence pour certaines sociétés. Bénédicte expliquera ça tout à l'heure, mais c'est vrai que théoriquement, dès lors que les peines complémentaires, enfin la Cour de cassation considère que le juge peut appliquer une peine complémentaire, il pourrait toutes les appliquer, donc ça pourrait être étendu à toutes. Mais là, je pense qu'il faudra qu'il y ait une précision de la Cour de cassation sur ce point, parce qu'effectivement, il y a deux choses un peu antinomiques dans l'arrêt. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit c'est toute la responsabilité pénale qui est transformée, de l'autre, c'est que l'amende et la confiscation. Donc, quid je préfère être prudente et dire que ça pourrait être toutes les peines complémentaires, même si devant un tribunal, on aura les arguments solides pour s'opposer justement à l'application de cette peine complémentaire. Sophie, il y a peut-être un point dont on n'a pas parlé encore, qui est est-ce que ton analyse serait la même en cas de fraude, puisque cet arrêt, en fait, alors est une forme de revirement pour ce qui concerne la responsabilité pénale en général, et en revanche pose un principe, mais qui était déjà a priori celui des praticiens, qui était que la fraude
est une exception au principe de non-transmissibilité. Donc, en cas de schéma frauduleux, comment est-ce que tu réagirais? Ah bah, je pense qu'en cas de schéma, alors de toute façon, ça existait avant et c'était une question qu'on se posait parce que bien évidemment, en tant que pénaliste, on a été souvent interrogé sur ces questions. Est-ce qu'on fait une absorption? Et donc, s'il n'y avait pas de motif de faire une absorption, de faire une TUP ou une absorption, parce qu'on découvre que la société qu'on a acquis avait un problème pénal, bien sûr que non. Il y avait toujours ce risque de fraude à la loi. Et bien évidemment, dans le cadre de fraude à la loi, d'abord, il y a une notion, enfin, n'oublions pas qu'on est quand même devant un juge pénal qui va analyser les faits, qui va prendre en compte le comportement du prévenu. Donc là, le comportement de la société absorbante qui a absorbé une société pour faire disparaître la responsabilité pénale, le juge va être plus enclin à prononcer des peines sévères. C'est le principe de personnalité des peines et de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la gravité des faits. Donc là, on peut penser que toutes les peines s'appliqueront et qu'il y aura une tendance à plus de sévérité. Et c'est quelque chose qui existait à notre sens, même s'il n'y a pas de décision qui ait été rendue là-dessus, sur le problème sur ce type d'affaires. Hein. Mais c'était en tout cas ce que nous, on soulevait en disant attention à la fraude à la loi. Et en cas de fraude à la loi, vous encourez bien évidemment l'exception. Enfin, l'ancienne jurisprudence ne s'appliquerait pas et la société absorbante pourrait être condamnée à toutes les peines qui auraient pu s'imposer à la société absorbante. Oui, tout à fait. Edmond, peut-être, tout à l'heure, tu parlais puisqu'on poursuit l'analyse peut-être plus détaillée de l'arrêt, tu parlais de la transposition de la directive sur les fusions. Alors, il me semble que cette directive, elle parle des sociétés anonymes. Quel est le champ exactement du revirement en termes de forme de société concernée et d'opérations concernées? Oui, alors, pour ce qui est de la forme des sociétés concernées, c'est vrai qu'il y a une petite ambiguïté quand on lit attentivement l'arrêt, notamment le numéro 37, le paragraphe 37 de l'arrêt. Il nous dit que la solution est retenue à propos des opérations de fusion-absorption, je cite, entrant dans le champ de la directive. Et c'est vrai que la directive de 78, d'un point de vue de droit français, elle n'intéresse que les sociétés anonymes. Hein. Les formes sociales visées en annexe, pour ce qui est du droit français, sont seulement les sociétés anonymes. Alors, le problème, c'est que, en même temps, la solution, elle est fondée sur le principe de transmission universelle du patrimoine. Ce principe lui-même, il est formulé dans le Code de commerce à l'article L236-3, disposition qui, elle, est applicable à toutes les sociétés commerciales. De sorte que je ne vois pas bien quel argument on pourrait formuler pour considérer que ce revirement et cette solution ne concernent que les sociétés anonymes. De surcroît, le présent arrêt traite d'une société par action simplifiée. Hein. La société absorbante, en l'occurrence, était une ESS et la solution est rendue tout de même telle qu'elle. Donc, on ne voit pas bien pourquoi elle ne s'appliquerait pas aux SAS. Mais encore une fois, j'irai au-delà. Je pense qu'elle vaut pour les sociétés commerciales en général, encore une fois, à raison du fondement TUP, transmission universelle du patrimoine posé par L236-3. Et même, j'irai au-delà, je pense que la solution vaut aussi pour les autres formes sociales, y compris les sociétés civiles. Vous avez un texte dans le Code civil, l'article 844-4, qui, certes, de manière pas aussi explicite, mais qui a toujours été interprété comme cela, qui pose un principe semblable de transmission universelle. Donc, pour moi, la solution, elle a une portée beaucoup plus générale que l'arrêt le laisse un petit peu entendre, effectivement, en évoquant cette formule d'opération qui entre dans le champ de la directive. Je ne crois pas qu'il faut y prêter trop d'attention. Il me semble que c'est largement lié à ce que la chambre criminelle, ici, se rattache à la position de la Cour de justice de l'Union européenne. Hein. Il y a quand même plusieurs paragraphes où elle reprend presque mot pour mot le raisonnement qu'avait adopté la Cour de justice dans son arrêt Hyper Mercados. Mais encore une fois, je crois que pour ce qui est des formes sociales, la portée de l'arrêt est vraiment très grande, encore une fois, à raison du fondement de la solution. Ensuite, pour ce qui est des opérations concernées, alors là, il faut être peut-être plus prudent. Bon, les fusions-absorptions, je pense que c'est assez clair. La question est de savoir si la solution pourrait être étendue à d'autres opérations voisines. Et là, je pense que ça dépend peut-être. Hein, que pour les scissions, honnêtement, je ne vois pas, là encore, ce qui s'opposerait à la reprise de la solution. Pourquoi ? Parce qu'on a une société qui disparaît et on a une transmission universelle de patrimoine à des sociétés bénéficiaires. Donc exactement le même effet que la fusion. Et en plus,
exactement les mêmes textes applicables à la fusion et à la scission. Donc pour moi, on coche toutes les cases pour que la solution soit tout à fait transposable au cas de scission. Ensuite, pour les dissolutions, confusions qu'on appelle parfois en pratique les tupes, mais en fait, ce n'est qu'une tupe parmi d'autres. Et donc, les opérations où une société en contrôle une autre à 100% et dissout la société contrôlée, on sait bien qu'il y a transmission universelle du patrimoine dans ce cas. C'est vrai que là, ce sont des textes différents. Hein, c'est l'article 844-5 du Code civil, ce n'est pas l'article L236-3. Pour autant, à nouveau, les effets sont les mêmes fondamentalement. Hein. Il y a la disparition d'une société et une transmission universelle du patrimoine. Donc, pour moi, là encore, je ne vois pas bien comment on ne pourrait pas reprendre la solution en question. En revanche, pour l'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, là, j'ai beaucoup plus de doutes. Alors, il y a un argument qui pourrait conduire à retenir la reprise de la solution, c'est de dire il y a une TUP, il y a une transmission universelle du patrimoine à raison de la branche d'activité transférée. Donc, si les faits pénalement reprochés se rattachent à la branche d'activité transférée, alors ça devrait être la société bénéficiaire de la branche d'activité qui endosserait la responsabilité pénale. Moi, à titre personnel, j'y crois pas trop parce que, pour le coup, là, la société qui a commis les faits illicites, elle est toujours en vie, hein, elle est toujours là. Or, le principe de personnalité des peines de l'article 121-1 du Code pénal, il est toujours présent. Hein. Il n'a pas été rayé d'un trait de plume, évidemment, par la chambre criminelle. En gros, il est mis de côté lorsque c'est vraiment impérativement justifié pour pas qu'une responsabilité pénale s'éteigne totalement, pour pas que des faits néfastes pour l'intérêt général ne puissent pas du tout être poursuivis. Or là, il pourrait l'être contre la société, toujours en vie, qui a commis les faits. Pour ça que pour moi, cet argument il est quand même plus fort que le premier. Et donc, je serais tenté de penser que l'apport partiel d'actifs, même soumis au régime des scissions, ne donnerait pas lieu à la reprise de cette jurisprudence s'agissant donc d'un transfert des poursuites pénales vis-à-vis de la société bénéficiaire de la branche d'activité considérée. Et pour être tout à fait complet, on peut penser aussi, puisque on parle de droit européen, que s'agissant des fusions et scissions transfrontalières qui sont abordées depuis une directive de fin 2019, pas encore transposée pour la partie scission. Pour la partie fusion transfrontalière, on a déjà une opération régie par des textes, mais à nouveau, comme il y a une transmission universelle de patrimoine dans ce cas-là, une dissolution de la société qui a commis les faits, je pense que cette jurisprudence pourrait être également applicable parce que en plus, on a un principe de territorialité. Hein. Si les faits ont été commis sur le territoire français, je ne vois pas bien pourquoi le juge pénal français refuserait de poursuivre. Après, je maîtrise moins les aspects de poursuite effective sur ce terrain, mais en droit substantiel, je pense que la solution pourrait aussi valoir dans ce cas. Merci beaucoup, Edmond. Sophie, je reviens 2 minutes sur effectivement l'apport partiel d'actifs, qui est un peu le sujet qui, effectivement, un peu la zone grise, en tout cas dans nos commentaires. Est-ce que tu penses, toi, que ce critère de la poursuite de l'activité économique est quelque chose qui pourrait devenir un des concepts clés de la transmission? Comme le dit Edmond, effectivement, on n'y croit pas complètement, mais c'est vrai qu'on le voit tellement repris que cette position économiste, on s'interroge un peu? Oui, alors tout à fait, on s'interroge et on n'a pas une position claire et je pense que ça devra être tranché par la Cour de cassation. Mais c'est vrai que pour l'apport partiel d'actifs, d'abord, on pourrait même d'un point de vue transmission de l'activité économique, il y a quand même le traité de fusion qui régit en matière civile, notamment le transfert de la responsabilité. Qu'est-ce qui s'applique? Et il y a un arrêt de la Chambre commerciale sur le transfert de la responsabilité civile qui se fonde quand même sur le contenu du traité de fusion, ce qui veut dire, à contrario, qu'on pourrait exclure un transfert d'une certaine responsabilité dans le cadre du traité de fusion. C'est peut-être une piste à envisager. Donc, c'est quand même, pour l'apport partiel d'actifs, ça pourrait être une limitation. Et puis, c'est quand même des choses assez rares. Transférer, faire une opération d'apport partiel d'actifs pour éviter un risque pénal, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez rarement en pratique. Hein. Il faut quand même avoir conscience de ça. Et moi, je pense
en raison, je suis assez d'accord avec Edmond, le principe de la personnalité des peines et de la proportionnalité des peines aussi, dès lors qu'il y a une survie de la société qui a commis l'infraction, ce serait difficile de faire autrement. Mais il y a quand même un cas où ça pourrait s'appliquer, c'est le cas de la fraude, où l'apport partiel d'actifs ne serait fait que de manière totalement artificielle, dans le but de limiter le risque pénal, en disant je vide la société en question de toute sa substance en transférant ses actifs et je garde une coquille qui sera condamnée pénalement mais qui ne pourra pas payer une amende, qui ne pourra pas indemniser les victimes. Et n'oublions pas que dans le cadre de cet arrêt, on est quand même dans un cadre très particulier où il y a des victimes de l'infraction pénale. On n'est pas dans le cadre d'une infraction, enfin, d'atteinte à l'intérêt général. On est quand même dans le cadre où ce sont les parties civiles qui ont cité la société absorbante. Donc, on ne pourrait pas exclure la situation si jamais des parties civiles se retrouvaient confrontées avec la responsabilité de la société qui a fait l'apport partiel d'actifs, qui est une coquille vide, qui ne peut pas payer d'amende, qui ne peut pas les indemniser, et que le seul moyen de rechercher une indemnisation, ce serait d'aller chercher la société absorbante. On ne peut pas exclure ça. Donc, je pense que ça devra être précisé par la jurisprudence sur ce point. Ce d'autant que le droit européen ne traite pas de cette question. Trop, à mon avis, pointue. Ouais. On a pas mal de questions peut-être, mais on les abordera à la fin sur effectivement le champ du revirement en termes de transfert, de transfert de risque, mais peut-être qu'on les reprendra avec toi tranquillement à la fin. Peut-être qu'on peut passer à la dernière partie de notre intervention, peut-être sur les conséquences pratiques du revirement de jurisprudence. Ce qu'on voulait faire avec vous rapidement, c'était peut-être identifier les zones qui nous paraissent les plus intéressantes en termes de conséquences pour la société absorbante. Et comme tu le disais tout à l'heure, Sophie, il y a ce point des sociétés qui ont des marchés publics qui nous paraît assez critique en fait en termes de risque. Et donc avec toi, Bénédicte, on voulait étudier ce point et puis peut-être voir. Je crois que tu as une nouvelle intéressante sur le front du Conseil d'État. Oui, effectivement. Alors, la portée de cette décision pratiquement sur la règle d'exclusion des procédures de passation des marchés publics, mais au-delà même des marchés, des contrats de concession, elle a forcément un impact, mais on peut peut-être le relativiser à plusieurs égards. Alors, juste pour mémoire, le Code de la commande publique aujourd'hui, pour les marchés publics et pour les contrats de concession, prévoit effectivement que toute personne morale condamnée définitivement au titre de certaines infractions, hein, pas toutes, mais ça va de la prise illégale d'intérêt et de la corruption au trafic de stupéfiants. Donc, on est quand même sur des champs de condamnation potentielle assez vastes et qui ont d'ailleurs une portée encore plus forte, puisque au-delà de la condamnation de la personne morale qui conduirait à l'exclusion des procédures des contrats, sont aussi visées les condamnations des dirigeants de ces personnes morales en tant que personnes physiques. On comprend mieux le trafic de stupéfiants éventuellement par rapport à la personne morale. Et donc la règle est très claire. C'est une exclusion qui s'applique de manière automatique, de plein droit, en vertu du Code de la commande publique. Comme Sophie le rappelait tout à l'heure, le juge pénal peut aussi assortir sa condamnation d'une peine complémentaire d'exclusion des marchés publics, mais le fondement du Code de la commande publique, lui, est totalement autonome, et que le juge pénal sanctionne ou pas afin d'exclure la procédure de marché public, quoi qu'il arrive, le Code de la commande publique impose cette exclusion. Cette exclusion, elle est prévue pour 5 ans, sauf si également le juge pénal condamne à cette peine complémentaire d'exclusion pour une durée différente. Et dans ce cas-là, ce sera la durée imposée par le juge pénal qui s'appliquera. Ces règles dans le Code de la commande publique pour ces deux types de contrats, elles ont été posées conformément non, mais dans le prolongement des directives de 2014 marché et concession, le juge français, que ce soit la Cour de cassation ou le Conseil d'État, a
toujours refusé de transmettre les QPC qui lui étaient soumis en considérant que de toute façon, il ne s'agissait pas de sanctions, il ne s'agissait pas de punition, et par voie de conséquence, il n'y avait pas d'application du principe d'individualisation des peines et de personnalisation des peines. C'est une espèce de mesure de police, on va dire, qui s'applique automatiquement et qui est censée apporter la moralité et l'intégrité dans les achats publics. Très concrètement, la première façon de minimiser un petit peu la portée de cette exclusion, donc dont le champ pourrait être renforcé à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, c'est que concrètement, aujourd'hui, comment ça fonctionne en fait quand on est condamné, qu'il s'agisse donc d'un des dirigeants de la société absorbée ou de la société absorbée elle-même, on a c'est uniquement par une attestation sur l'honneur, dans le cadre de la candidature qu'on dépose pour l'attribution de ces contrats, on atteste sur l'honneur ne faire l'objet d'aucune des condamnations. Les personnes publiques et les pouvoirs adjudicateurs français n'ont aucun moyen à ce stade de vérifier, puisqu'on ne demande plus l'accès au casier judiciaire. Donc, ils ont, a priori, elles n'ont aucun moyen de vérifier l'existence ou non des condamnations. Donc, très opérationnellement aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il faut faire un faux et attester sur l'honneur, ne pas faire l'objet des condamnations, mais ayez quand même en tête qu'aujourd'hui, et c'est important pour la suite de ce que je vais vous dire, aujourd'hui, les personnes publiques, ce n'est qu'au stade de l'attribution, en réalité, du contrat, donc c'est bien après toute la procédure a eu lieu, que ces personnes peuvent demander des informations complémentaires pour s'assurer que l'attributaire du contrat n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive sur les infractions en question. Donc, très concrètement, on est déjà aujourd'hui dans un flou un peu opérationnel pour vérifier tout ça. Et il se trouve que cette année, alors par une conjonction assez heureuse de calendrier, le Conseil d'État avait transmis une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne qui a statué en juin 2020 sur justement la conformité aux directives marché et concession, alors, en l'occurrence concession, mais c'est totalement transposable au marché, sa conformité à la directive sur cette disposition d'exclusion. Et le juge communautaire a considéré que les dispositions du Code de la commande publique française n'étaient pas conformes aux directives, pour une raison simple, c'est que l'exclusion, comme je le disais tout à l'heure, est automatique. Il suffit d'être condamné définitivement pour être exclu, alors que les directives elles-mêmes prévoyaient que les personnes condamnées n'étaient exclues de ces procédures de passation qu'à la condition qu'elles aient pu être en mesure de justifier qu'elles avaient rétabli les choses et avaient corrigé les faits et les situations qui avaient conduit à la condamnation et à la réalisation des infractions en question. Le Conseil d'État, au mois d'octobre, le 12 octobre dernier, a repris cette décision, cette position de la Cour de justice et a effectivement considéré que les dispositions actuelles du Code de la commande publique en matière de concession, mais le raisonnement est absolument transposable au marché, considère que effectivement ces dispositions ne sont pas conformes au droit communautaire. Et le Conseil d'État, assez pédagogiquement, va un peu plus loin en disant dans l'attente de la rectification par le législateur de cette possibilité, en gros, en résumé, aujourd'hui, un pouvoir adjudicateur ne peut pas exclure la candidature ou l'offre d'un candidat au motif qu'il aurait été condamné, tant qu'il n'a pas pu être établi par ce candidat qu'il a remédié et mis en œuvre tout ce qui était nécessaire pour corriger les manquements constatés lors de la condamnation pour l'infraction. Donc là encore, très concrètement, comment ça peut se passer? Il me semble que du coup, plutôt que de cocher l'attestation comme quoi pas de condamnation, un pouvoir adjudicateur ne pourrait pas refuser d'analyser une candidature qui, peut-être mentionnant la condamnation,
exposerait également les modalités qui ont été mises en œuvre au sein de la société. Alors, s'il s'agit de la condamnation du dirigeant et notamment de la société absorbée, il peut suffire de justifier que cette personne ne fait plus partie des effectifs de la société. Et en tout état de cause, par tout moyen, aujourd'hui, les entreprises sont susceptibles de justifier qu'elles ne relèvent plus du champ de l'exclusion. Voilà, donc une portée évidemment par voie de conséquence immédiate sur cette exclusion pour les futures sociétés absorbantes au titre des infractions commises par les sociétés absorbées, mais avec, au-delà de la dimension mise en œuvre opérationnelle de ce contrôle compliqué, une portée qui devrait être amoindrie pour d'autres raisons, et pour d'autres, c'est pas un revirement de jurisprudence, mais pour d'autres raisons tirées d'une évolution récente du droit. Mais toujours en lien avec le droit européen, c'est ça qui… Voilà, c'est exactement ce que je me disais en vous entendant tout à l'heure. Ouais. D'accord. Et donc, tu penses qu'on aura un texte là-dessus ou la jurisprudence se suffit à elle-même? Le Conseil d'État, vraiment de manière assez pédagogue, explique qu'en attendant la révision du texte, voilà comment les choses se passent. D'accord, c'est merveilleux. La jurisprudence française est de plus en plus innovante. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, c'est peut-être donc ce point-là, effectivement, était un point, ce caractère automatique nous inquiétait particulièrement. L'arrêt, alors on parlait d'arrêt pédagogue, mais l'arrêt de la chambre criminelle est aussi original de ce point de vue. L'arrêt donne des solutions pour éviter la transmission du risque pénal ou pour essayer de l'encadrer. Sophie Edmond, qu'est-ce que vous pensez de ces solutions pratiques? Est-ce que vraiment on va pouvoir s'appuyer sur ces recommandations de la Cour dans nos contrats? Alors, la Cour parle, c'est assez intéressant, je vais vous lire, c'est une ligne, hein, l'analyse de la Cour pour justifier son virement de jurisprudence et l'adoption de la décision de la Cour de justice. Elle dit « En outre, rien n'empêche la société absorbante de faire effectuer avant la fusion un audit détaillé de la situation économique et juridique de la société absorbée pour obtenir, en plus des documents et des informations disponibles, des dispositions législatives complètes et plus complètes sur les obligations. » Et elle parle également de la possibilité pour la société absorbante, c'est juste au-dessus, est en droit d'obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend la protection nécessaire, le cas échéant, en saisissant l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir de telles garanties. Alors, qui est-ce qu'on peut saisir, Sophie, pour être protégé? Voilà, il y a deux choses. Un, il y a un audit. Et deux, il y a les garanties. Donc, on va commencer par les garanties, on parlera de l'audit après. Les garanties, on est quand même un peu sceptique, puisque comme on le sait, la responsabilité, on peut pas prévoir dans une garantie de passif ou un autre type de garantie de prévoir le paiement de l'amende par un tiers, ce serait illicite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Alors, ce qu'on pourrait prévoir éventuellement dans les garanties, et puis alors là, c'est plutôt à toi, Jean-Gabriel, et non que je me tourne, c'est peut-être d'envisager une clause sur l'évolution du prix, une baisse du prix en fonction de la condamnation pour prendre ça en compte. Ça, c'est peut-être une solution, mais je ne vois pas très bien d'un point de vue, en tout cas au plan pénal, on ne peut pas garantir le paiement d'une amende ou les conséquences pénales, et notamment, comme l'expliquait Bénédicte, en plus les conséquences d'interdiction des marchés publics qui peuvent être extrêmement catastrophiques, même s'il y a une possibilité de remédiation aujourd'hui grâce au Conseil d'État, mais c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise assez mal. Donc, ça va être très difficile à prévoir au terme des garanties. Je suis un peu sceptique et en tout cas, on va devoir faire preuve, nous, de beaucoup d'imagination pour trouver des garanties qui puissent couvrir ce risque. Alors, ce qu'on prévoit, c'est une réduction de prix, des choses comme ça. La prise en compte, ce qu'on voit dans les dossiers, c'est la prise en compte des frais d'avocat, une baisse de prix, mais c'est en soi extrêmement difficile à garantir. Oui, je parlerai des audits après. Là-dessus, tu parlais, mais effectivement, c'est un point important. C'est vrai que ça soit en matière d'assurance ou finalement de garantie contractuelle, on considère qu'il y a la frontière de l'ordre public qu'on ne doit pas dépasser. Et donc, effectivement, on ne peut pas tout couvrir par des garanties. Par ailleurs, dans la décision, la référence à des garanties judiciaires adéquates de l'autorité administrative autorité administrative ou judiciaire compétente, on ne voit pas ce que c'est en fait en droit français. A priori, ça nous a pas
Non, là, je sèche un peu. Alors, est-ce qu'il vise des CGIP, qui pourrait être une solution si on découvre des choses, et on en parlera tout à l'heure, mais parce que, alors peut-être pour venir là-dessus, maintenant, il y a quand même une possibilité qui n'existait pas à l'époque. Et c'est vrai que ça posait vraiment des problèmes dans les opérations d'acquisition quand on avait une société qui faisait l'objet d'une procédure, et notamment, moi je l'ai vu dans des dossiers de corruption internationale où une société avait fait l'objet, par exemple, de DPO aux États-Unis pour des faits de corruption, mais qui impliquait sa filiale française et qui risquait d'être poursuivie ou qui était poursuivie en France. Comment on gérait le problème? Et c'était si on ne voulait pas faire de fraude à la loi en faisant une absorption pour supprimer le problème, c'était extrêmement compliqué à gérer et à anticiper. Aujourd'hui, il y a quand même la CGIP qui a été instaurée par la loi Sapin 2 et qui permet, et ce serait peut-être des hypothèses, alors malheureusement la CGIP ne s'applique pas à toutes les infractions, et, mais elle pourrait être, si la société, parce que c'est aussi le problème du risque pénal qu'on ne maîtrise pas toujours et qui est souvent occulte. On découvre les faits souvent après. Alors, c'est dans les affaires de corruption, quand il y a un DPA aux États-Unis, bien sûr, c'est public. Mais il y a beaucoup d'infractions où on ne sait absolument pas qu'il y a une enquête en cours. Le procureur ne vous notifie pas, ah bah je fais une enquête préliminaire sur vous, ou il y a un juge d'instruction qui a été désigné, qui a ouvert une information. Donc, on n'est pas du tout sur. C'est souvent occulte, le risque pénal, il est difficile à appréhender. Et on voit, et donc la CGIP, c'est quand on acquiert une société, on se rend compte, ou on fait une opération de fusion, on se rend compte qu'il y a un problème pénal qui survient, on a la possibilité d'aller négocier auprès du procureur, et on est exactement dans le cas d'école de la CGIP. On vient d'acheter cette société, c'est pas nous qui avons commis les faits, on découvre ce problème qui nous a été caché, voilà, on voudrait négocier et on paye une amende, alors qui est très importante puisque le montant de l'amende dans la CGIP présente quand même certains inconvénients, c'est 30% du chiffre d'affaires annuel, jusqu'à 30% du chiffre d'affaires annuel, donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes montants que l'amende pénale, et c'est là où il faut peut-être, au niveau des garanties, on va avoir aussi des choses à faire, ou alors on peut négocier, si le risque est connu, la CGIP, je dirais, antérieurement à l'opération, en disant une des conditions de l'opération d'acquisition ou de fusion, c'est qu'il y ait une CGIP et qu'on sorte le risque pénal, en tout cas pour la personne morale, même si ça ne change rien pour les personnes physiques. Merci Sophie. Peut-être pour revenir 2 minutes aux garanties, Edmond, de ton côté, en droit des sociétés. Alors, effectivement, du point de vue du praticien que je suis, en matière alors apport personnel actif, c'est différent. Et puis, on s'est dit finalement que le risque était moindre. Mais en matière de fusion, on a un problème de partie à la fusion, parce que la partie qui pourrait nous donner des garanties, elle disparaît dans le cadre du traité. Je discutais hier avec un doctorant en droit des sociétés qui en a fait son sujet de thèse. Et, et j'avoue que sur les garanties, il était un peu sec quand même. Qu'est-ce que tu en penses? C'est effectivement pas évident. Alors, je crois que je crois pas que pour être honnête, la chambre criminelle ait beaucoup creusé la question elle-même. Il me semble qu'elle a beaucoup fait de copier-coller là aussi de la position de la Cour de justice. Il y a le problème que Sophie et que toi avez rappelé, de garantie d'un risque pénal. Alors, sur la disparition effectivement du garant, on pourrait se demander si le garant pourrait pas être un ou plusieurs actionnaires de référence de l'absorbé, sachant qu'il y a quand même beaucoup de fusions où l'actionnaire en question, c'est l'absorbante, donc bon, la serpent se mord un peu la queue. Il y a ce problème de licéité. Alors moi, je me demande s'il n'y aurait pas moyen, mais d'un point de vue pratique, honnêtement, je ne me rends pas compte de la faisabilité de la chose, d'imaginer des mécanismes relutifs au profit des associés de la société absorbante s'il s'avère que la société absorbante devait se retrouver contrainte de payer une amende à raison des faits commis par l'absorbé. Donc, au fond, les associés anciennement présents de la société absorbante se retrouveraient à payer pour les autres, et on jouerait a posteriori peut-être sur la parité d'échange pour les reluer et compenser leur préjudice. Encore une fois, je ne me rends pas bien compte de la faisabilité de la chose, mais il me semble en tout cas que de cette manière, on échapperait au problème de licéité en elle-même de la garantie qu'on a soulevée précédemment. En dehors, honnêtement, oui, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire de bien sécurisant.
C'est effectivement une question. Alors, il nous reste aussi, il nous reste, c'est vrai, oui, il nous reste, c'est vrai, les audits, comme tu disais, Sophie. Je pense que ça va être, c'est peut-être le moyen aussi d'essayer de sonder un peu mieux ce qui se passe dans la société. Mais est-ce que tu as quelques recommandations pratiques pour finir sur ce point? Alors, sur les audits, c'est vrai que c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que le risque pénal, parfois, il n'est pas connu par la société qui est concernée, c'est-à-dire que la société absorbée ignore. Les dirigeants peuvent être informés parce qu'ils peuvent avoir été entendus, avoir fait l'objet de perquisitions, mais donc c'est vrai que sur les audits, nous on le fait en matière de compliance, on pose beaucoup de questions et d'abord c'est des sujets sensibles dans les audits, c'est des choses sur lesquelles en général la cible est assez peu favorable et dans 80% des cas on n'a pas les réponses à nos questions parce qu'ils considèrent que c'est en tout cas pré-closing on n'a pas l'information et c'est des sujets qu'on découvre plutôt post-closing. La question qui se pose sur les audits aussi, c'est qu'il va falloir vraiment poser les questions de manière fine et que ce soit fait, je dirais, par des pénalistes. Parce que appréhender le risque pénal, comme il est souvent occulte ou pas, c'est pas une procédure civile où on a une assignation, il va falloir demander s'il y a eu des alertes, s'il y a eu des articles de presse, et puis il va falloir faire aussi s'il y a eu des perquisitions, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé nécessairement. Alors, c'est vrai que dans le cadre des audits, on pose des questions assez générales, mais là, il va falloir être beaucoup plus pointilleux. Et puis surtout, on va être obligé de faire quasiment des enquêtes internes a posteriori. Alors, si c'est une société du groupe, c'est plus facile. Mais quand c'est une opération de fusion qui est par l'acquisition d'une cible, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, peut-être avant de faire l'absorption, de se dire, bon, on va peut-être faire une petite enquête interne ou aller appréhender ces risques de manière plus spécifique pour essayer de voir s'il y a un problème et éventuellement, avant de faire l'opération de fusion, se dire bah, je gère le problème en faisant une CJ ou autre chose, mais j'appréhende le problème. Mais il va falloir demander des garanties aussi aux dirigeants, à mon avis, de la société cible absorbée là-dessus, parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir, ils peuvent être au courant de certains faits qui ne sont pas forcément connus de la société. Tant est que c'est difficile qu'elle existe sans ses représentants légaux, mais ça peut être assez occulte. Merci Sophie. Peut-être pour finir, donc on va faire le deuil aujourd'hui de l'anthropomorphie de la société commerciale en tout cas et peut-être des autres formes de société française. On a vu avec Bénédicte qu'effectivement on a des sujets, que l'Europe irrigue notre droit. Edmond, j'avais une question un peu pour toi. Est-ce que tu penses que on a d'autres surprises à attendre dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a d'autres concepts de droit français qui sont un peu mal stabilisés au niveau européen ou qui pourraient se retrouver enfoncés d'après toi? Alors, il y a effectivement un problème qui n'est pas souvent mis sur le devant de la scène, mais qui me semble quand même mériter d'être signalé, c'est l'autre limite classique à l'effet de transmission universelle du patrimoine en droit français dans les fusions, qui est les contrats intuitu personae. C'est une exception qu'on ne maîtrise pas très bien. Il y a des textes parfois spéciaux pour certains contrats qui écartent la transmission. Le plus souvent, c'est la jurisprudence qui, au cas par cas, va dire ah bah, pour tel contrat, on considère qu'il est intuitu personae, donc il n'est pas transmis. On ne connaît pas trop, pour être franc, la liste précise des contrats en question. Sauf que quand on regarde la directive européenne, qui sert quand même de fondement à la solution dont on vient de discuter pendant une heure, elle n'évoque pas du tout la question des contrats intuitu personae. Donc, si elle a la même position assez maximaliste de l'effet de la transmission universelle du patrimoine, bah, il n'est pas impossible qu'un jour, un juge français pose une question préjudicielle à la Cour de justice qui considère que non, il n'y a pas de raison de limiter l'effet de la TUP à ce propos et d'écarter les contrats intuitu personae du périmètre de la transmission universelle du patrimoine. Et ça serait important, parce que notamment s'agissant des garanties, je vous rappelle que la Cour de cassation, dans un arrêt qui avait fait pas mal de bruit il y a 2 ou 3 ans, avait considéré qu'une garantie autonome n'était pas transmise en cas de fusion, enfin c'est une scission d'ailleurs, mais en cas de transmission universelle du patrimoine, du créancier bénéficiaire de la garantie. Bon, est-ce que cette solution elle est vraiment conforme au droit européen tel qu'interprété par la Cour de justice? Moi, j'ai quelques doutes. Peut-être que le problème est moins prégnant parce qu'il n'y a pas cette question d'intérêt général, de poursuite pénale qui est en jeu, mais ce n'est pas du tout exclu qu'un jour ce problème revienne sur le devant de la scène.
Bah oui, avec la poursuite de l'entité économique et c'est vrai, quand on parle avec des confrères, quand on est sur des transactions transnationales, quand on commence à expliquer notre concept de contrainte personnelle à des confrères, j'ai eu le cas récemment avec des confrères allemands, enfin, ils sont assez surpris, effectivement. C'est ça, hein, c'est Euh, pas du tout un concept universellement partagé. non, pas du tout. Ok, merci beaucoup à tous les trois. Je pense on est parfaitement dans les temps pour prendre les questions qu'on a reçues. Alors, peut-être une première question, je pense pour toi, Sophie, mais également pour le reste, qui est d'abord, est-ce que ce revirement de jurisprudence s'applique en matière environnementale, tiers demandeur? J'imagine que c'est sur la responsabilité, oui, enfin sur la Oui. responsabilité à la fois. Ouais. Oui, il n'y a pas de limitation au type d'infraction concernée, donc ça pourrait tout à fait s'appliquer sur des problématiques de droit de l'environnement, bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'infractions au droit de l'environnement qui sont pénalement sanctionnées. Tout à fait. Et ce qui pourrait avoir des conséquences assez lourdes, notamment puisque c'est les dossiers dans lesquels il y a des parties civiles et il y a des montants des amendes ou des dommages et intérêts peuvent être assez substantiels. Même question dans la liste à l'après-vert de ce qui est transmis. Qu'en est-il en matière de corruption et de trafic d'influence, Sophie? Tes domaines de prédilection? Bah, oui, c'est transmis, parce que ça vise toutes les infractions et c'est des sujets, et c'est vrai que c'est ce que je disais, ça c'est des audits qui sont très difficiles à mettre en œuvre parce que même si en matière de compliance, on peut faire des audits, est-ce que vous avez mis un bon dispositif anticorruption, est-ce que vous avez mis en place un bon dispositif anti-blanchiment, savoir s'il y a eu des faits de corruption qui se sont passés, je vous rappelle que la prescription pénale en France est 12 ans, il y a 12 ans à l'étranger, dans la sous-filiale, c'est pas toujours évident à connaître et bien évidemment, à mon sens, ça vise ce type d'infraction serait également concerné, ce qui pose effectivement un problème de transmission de la responsabilité et qui existait déjà d'ailleurs dans d'autres pays parce qu'en France, on a vraiment un système où la personnalité morale, le corporate veil, comme on dit en droit américain, existe réellement, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'entité concernée et qu'il n'y a pas de responsabilité du groupe. On le voit en droit américain ou en droit anglais, il y a plus des notions de responsabilité du groupe et la société holding prenait un peu la responsabilité pour ses filiales. Et là, on va avec ce système, ça risque effectivement d'évoluer vers ça. Et c'est un sujet. Et d'ailleurs, on le voit, mais qui existe de plus en plus aujourd'hui parce qu'il y a cette évolution indépendamment de ce revirement de jurisprudence, par l'évolution du droit en matière de lutte contre la corruption et la tendance à englober tout le groupe. On voit que nous, de plus en plus, on est sollicités, les pénalistes, pour faire des audits. Alors, pré-acquisition, c'est toujours très compliqué, mais post-acquisition, et c'est des pratiques qui existaient aux États-Unis parce que le DOJ le recommande depuis des années. Alors, l'AFA aussi recommande de faire ce type de vérification, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va se développer en pratique et qui va avoir un impact sur notre pratique, je dirais prédictif, c'est l'évolution un peu du droit pénal. C'est que jusqu'à présent, nous, on intervenait un peu après la bataille. Quand il y a un problème, on vient nous voir. Mais on intervient de plus en plus a priori pour évaluer justement ces risques. Et en matière de corruption, c'est quelque chose où on va faire des enquêtes a priori de plus en plus souvent. Alors, question suivante pour toi, Bénédicte. Une personne qui souhaitait revenir sur les conséquences pratique du revirement sur les sociétés et marchés publics. En 2 mots, donc la société peut-elle rectifier son manquement? Alors, c'est une question à la fois, oui, je pense que c'est plutôt une question pour toi, Bénédicte. Ouais. Alors, c'est un point, je ne voulais pas déflorer tout à l'heure, mais une des conséquences, ça pourrait être effectivement pour la personne morale de conclure un CEGIP, hein, mais ça n'existe pas pour les personnes physiques, je comprends, Sophie, je parle sous ton contrôle. Donc, typiquement, les mesures de régularisation ou de remédiation au manquement, comme je le disais tout à l'heure, du point de vue de l'exclusion du Code de la commande publique, sa vocation à l'avenir, désormais, à être l'occasion de sortir du champ de l'exclusion. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais... J'ai l'impression, en tout cas, sinon la personne se plaindra. Une question très générale sur et la responsabilité pénale du dirigeant.
je pense qu'on a quand même abordé plus ou moins. Alors toi, Bénédicte, Ça change rien. Ouais, ça change C'est-à-dire qu'il y rien. avait une responsabilité cumulative de responsabilité de la personne morale donc, et du dirigeant, et que la responsabilité du dirigeant, alors pas du dirigeant de la nouvelle entité, puisque c'est le dirigeant les dirigeants de la société absorbée demeurent toujours pénalement responsables des faits qu'ils ont commis en leur qualité de dirigeant au moment où a été commise l'infraction. Donc ça ne change rien. La responsabilité des dirigeants reste sur les dirigeants à l'époque des faits, à l'époque de la commission d'infraction, et bien évidemment, ce n'est pas transféré sur les nouveaux dirigeants, alors que ça l'est sur la société nouvelle du fait de cette jurisprudence. Allez, et puis une dernière question qui était dans les garanties contractuelles, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être indemnisé à hauteur de l'amende pénale sans contrevenir à l'ordre public? Là-dessus, je pense on applique en fait les règles applicables notamment en matière d'assurance par transposition, c'est-à-dire qu'effectivement les assureurs français ne garantissent pas le risque pénal. Donc il n'y a pas de Sophie, Oui, il y a un principe de personnalité des peines, c'est-à-dire que l'amende pénale ne peut être supportée que par celui qui a commis la faute. Donc il ne peut pas être transféré à quelqu'un d'autre, ce serait illicite. Et si une autre société prenait ce risque en charge, par exemple, ce serait de l'abus de biens sociaux. Donc c'est quelque chose. Tu dis qu'il a commis la faute ou pour lequel elle a été condamnée, puisque dans notre cas, en fait, maintenant, jusqu'à présent, c'était commis la faute, tout à fait. Voilà, et c'est toute l'ambiguïté de ce revirement, en fait. La question passionnante. Est-ce que la jurisprudence va évoluer là-dessus? Est-ce qu'on considérera que dans ce cas-là, puisque c'est un transfert de patrimoine, etc., on pourrait considérer que l'amende puisse être supportée, mais normalement. On pourra citer la chambre criminelle. On pourra dire, écoutez, moi j'ai juste appliqué l'arrêt. Oui, alors bon, je ne sais pas si je prendrais le risque de dire à un client, voilà, qui se retrouve après mise en cause pour abus de biens sociaux. Ok, mais écoute, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Je pense qu'on a à peu près respecté l'horaire. On a répondu aux questions qui étaient posées. Je note que vous étiez nombreux, encore jusqu'à maintenant. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.